Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique de Sciences et Fiction. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réforme du collège. En plus d'un nouveau découpage du primaire et du collège en cycles et d'un nouveau brevet, elle s'accompagne de nouveaux programmes de cycle. Dans le nouveau programme de SVT du cycle 4, à savoir 5e, 4e, 3e, une ligne a plus particulièrement attiré mon attention. Utiliser des connaissances pour évaluer et argumenter la possibilité et les formes de vie sur d'autres planètes. Un sujet nouvellement abordé dans l'éducation nationale, mais ô combien exploité dans la science-fiction. Je vous propose donc un panorama des formes de vie extraterrestres imaginées par les auteurs de science-fiction. Les extraterrestres sont apparus pour la première fois dans les histoires vraies de Lucien de Samosate, écrites au IIe siècle. Dans ce roman, Lucien de Samosate relate entre autres la guerre que se livrent les habitants de la Lune et ceux du Soleil. Ces extraterrestres ressemblent globalement à des êtres humains, avec quelques particularités physiques et culturelles que je tairai à cette heure où les plus jeunes nous écoutent. Cependant, les animaux qu'ils chevauchent n'ont rien de commun avec les nôtres. Les lachanoptères, également appelés légumes-plumes, ont des légumes à la place des plumes. Les psilotoxotes, un autre peuple extraterrestre, montent des puces grosses comme des éléphants qui voyagent à travers tout l'univers. Bref, dans les histoires vraies, il y a tout un panel d'êtres incroyables qui arpentent l'univers et se lancent dans de grandes guerres. Au Xe siècle, au Japon, on retrouve le conte du coupeur de bambou. C'est considéré comme le texte narratif japonais le plus ancien. Il raconte l'histoire d'un vieux coupeur de bambou qui n'a pas d'enfant et qui un jour découvre dans une canne luisante un bébé de la taille d'un pouce. La petite fille, bien qu'elle soit vraiment minuscule, est tellement mignonne que lui et sa femme décident de l'élever comme si elle était leur propre enfant. Cette adorable petite fille grandit et devient une magnifique jeune femme. Cependant, la tristesse la gagne les soirs de pleine lune. En effet, cette toute petite fille qui est devenue une si belle jeune femme est originaire de la Lune. A-t-elle été envoyée là pour la protéger d'une guerre ou alors pour la punir ? Les différentes versions du conte ne sont pas d'accord. Cependant, la jeune fille ressent follement le besoin de retourner sur son satellite d'origine. Et je vous laisserai découvrir le conte pour savoir si elle y parvient. Cette princesse extraterrestre est donc totalement humaine en apparence. Au XXe siècle, les Martiens vont remplacer les Sélénites, les habitants de la Lune que l'on avait jusqu'alors découverts dans les histoires, et en devenant des Martiens, les extraterrestres vont aussi devenir de petits hommes verts. Pourquoi des petits hommes verts ? Il semblerait que la couleur verte ait fait son apparition pour la première fois dans un cycle d'Edgar Rice Burroughs, dont l'œuvre la plus connue est Tarzan. Il a écrit entre 1912 et 1964, le cycle de Mars. C'est un planète-opéra dans lequel différents peuples extraterrestres se font la guerre. L'un de ces peuples est de couleur verte. Contrairement aux autres peuples de la planète qui sont totalement humanoïdes, les Martiens verts ont 6 membres, 2 bras, 2 jambes et 2 membres intermédiaires qu'ils peuvent utiliser indifféremment comme des bras ou comme des jambes, ce qui est plutôt pratique. Allez savoir pourquoi, c'est la couleur verte qui est devenue récurrente dans les histoires de science-fiction, au point que les extraterrestres, depuis 1910, sont encore fréquemment appelés les petits hommes verts. Frederick Brown, l'auteur de l'excellent roman policier La nuit du Jabberwock, est aussi un grand auteur de science-fiction, et il va mettre en scène ces petits hommes verts dans Martien Go Home. L'originalité des extraterrestres de Frederick Brown tient au fait qu'ils sont immatériels et incroyablement agaçants. Ils appellent tous les humains Toto et se moquent continuellement d'eux. Ils apparaissent subitement au milieu de la route pendant que vous roulez. Ils peuvent lire les dossiers top secrets cachés dans les coffres des armées et révéler ces secrets aux gouvernements ennemis. Ils passent à travers les murs la nuit pendant que vous profitez de votre nuit de noces et passent la tête à travers les draps si jamais vous tentez de vous cacher dessous. Et n'hésite pas à commenter tout ce que vous êtes en train de faire. C'est simple, pour Frederick Brown, les Martiens sont des êtres odieux et les humains les haïssent tous. Petit à petit, les petits hommes verts vont changer de couleur. Ils vont devenir le petit homme gris. Cependant, les auteurs de science-fiction ne sont pour rien dans cette métamorphose. C'est tout d'abord un capitaine de l'US Air Force qui a assuré que l'armée détenait des cadavres de petits hommes gris en 1954, puis une famille du Kentucky
qui a certifié à la police avoir lutté des heures durant contre des êtres gris phosphorescents d'1 mètre de haut avec de très grands yeux qui les ont attaqués chez eux en pleine nuit. Ce ne sont pas les 2 seules représentations des extraterrestres. Elles vont se diversifier et devenir multiples et variées. Les aliens, comme on les appelle souvent, vont souvent quand même être des êtres tout maigres, avec des gros yeux et une grosse tête. Pourquoi une grosse tête ? Tout simplement parce qu'ils ont la technologie nécessaire pour voyager jusqu'à nous. Ils doivent donc être particulièrement intelligents. Et pour loger une grosse intelligence, il faut bien une grosse tête. L'idée que les extraterrestres nous sont supérieurement intelligents va être exploitée beaucoup en science-fiction. Par exemple, en 68, Arthur C. Clarke, dans son chef-d'œuvre 2001, l'Odyssée de l'espace, va présenter les aliens comme des entités débarrassées des limites physiques du corps. Ils ne sont plus qu'esprits et interviennent sur les autres planètes de l'univers pour faire naître l'intelligence. Pour eux, une qualité suprême. Et leur action, des millions d'années auparavant, aura fait de l'homme ce qu'il est aujourd'hui. L'idée de la trime matérielle a aussi été explorée par Stanislas Lem en 61 dans Solaris. On y suit l'équipage d'un vaisseau posé sur une planète entièrement recouverte d'un océan. Cet océan n'est pas fait d'eau, mais de protoplasma et constitue ainsi un immense organisme vivant, qui envoie des visiteurs aux membres de l'équipage du vaisseau, visiteurs qui prennent l'apparence des êtres chers disparus. Ces simulacres, bien qu'ils sachent qu'ils ne sont que des simulacres, souhaitent prendre la place des êtres perdus. Mais pourquoi ? Les membres de l'équipage devront le découvrir. Comme je le disais, il y aura donc des tas de formes pour les extraterrestres. Dans le guide du voyageur galactique écrit par Douglas Adams en 1978, les extraterrestres vont prendre l'aspect des Vogons, des êtres gros, verts, laids, avec le nez situé au-dessus des yeux, et un goût unique pour la poésie qu'ils utilisent comme arme de torture. Zaphod Beeblebrox, natif de Betelgeuse et président du gouvernement galactique impérial, est lui un alien de forme humanoïde qui s'est fait greffer une 2e tête et un 3e bras, parce que c'est quand même drôlement pratique. Il va aussi y avoir Ford Perfect, qui lui ressemble à un humain, comme tous les autres, et puis aussi des souris et des dauphins. Bref, le guide regorge d'espèces extraterrestres plus ou moins farfelues, tout comme l'ensemble de la littérature de science-fiction. Bien évidemment, le cinéma n'est pas en reste lorsqu'il s'agit d'imaginer des espèces extraterrestres. On ne présente plus la célèbre cantina de la guerre des étoiles de George Lucas, qui est le repère de moultes extraterrestres, tous plus bizarres et étranges les uns que les autres. On ne présente plus non plus Alien de Ridley Scott, cette créature extraterrestre très agressive qui chasse et tente de tuer les 7 membres de l'équipage d'un vaisseau spatial. Un corps vaguement humanoïde, une tête comme un long casque de vélo et une mâchoire à faire pâlir d'envie un requin. Alien est un extraterrestre assez peu sympathique. Au contraire d'E.T., le petit bonhomme vert vert un peu grisâtre, de Steven Spielberg qui répétait désespérément son téléphone maison. Moins connu, les crevettes de District 9 de Neil Blomkamp, des êtres au corps vaguement humanoïdes avec des tentacules autour de la bouche et un langage particulièrement incompréhensible. Le vaisseau des crevettes s'est un jour arrêté au-dessus de Johannesburg en Afrique du Sud et ils ont été contraints de vivre dans un bidonville afin que les humains puissent acquérir leur technologie. Enfin, la télévision n'est bien sûr pas en reste. Tout le monde connaît le Spock, le Vulcain de Star Trek, aussi célèbre que les terribles Klingons, ou alors les Daleks de Doctor Who. Les Daleks qui terrorisent toujours autant les enfants britanniques qui se cachent derrière leur sofa dès qu'ils apparaissent à l'écran. On le voit, dans la science-fiction, les extraterrestres sont abondants. Il y en a des dizaines, des centaines, des milliers qui sortent de l'imagination fertile des auteurs. Face à la profusion d'espèces extraterrestres mises en scène dans la littérature ou le cinéma, Denise van Verbeek a réalisé une classification systématique du vivant extraterrestre. Il s'agit d'un film d'environ 10 minutes, réalisé sur le registre de l'humour pour l'émission Cosmic Connection, et qui tente une classification des extraterrestres rencontrés dans les œuvres de fiction, sur le modèle de la taxinomie utilisée pour classer les organismes vivants sur Terre. Je
Je vais donc vous lire un extrait de Martien Go Home de Frederick Brown, publié en 1961. Luc se domina et continua de boire. Il se mettait à croire, en définitive, qu'il s'agissait là effectivement d'un martien et non d'un produit de son imagination. Une idée le frappa soudain. Il ne perdait rien à admettre ce fait. Et par contre, si c'était bien un martien, il avait tout à gagner, en tant qu'auteur de science-fiction. « Parlez-moi de Mars. Comment est-ce » demanda-t-il. « Ce n'est pas des oignons, Toto !» Luc compta jusqu'à 10 en essayant de garder son calme. « Écoutez, fit-il enfin, j'ai été un peu renfrogné au début, mais c'était l'effet de la surprise. Maintenant, je vous fais mes excuses. Est-ce qu'on ne pourrait pas se comporter comme des amis ? Je n'en vois pas la nécessité. T'es d'une race inférieure. Disons au moins pour rendre cette conversation plus agréable pour nous deux. Pas pour moi, Toto. J'adore éprouver de l'aversion pour les gens et me disputer avec eux. Si tu te mets à me passer la main dans le dos, je chercherai quelqu'un d'autre. Non, je vous en supplie. Luc s'aperçut de son erreur et se reprit. Alors, fichez-moi le camp d'ici en vitesse, si c'est comme ça. C'est mieux, fit le martien radieux. Nous y voilà. Dites-moi pourquoi vous êtes venu sur Terre. Ce n'est toujours pas tes oignons, mais je me ferai un plaisir de te donner un aperçu. Qu'est-ce que les gens vont faire dans les eaux sur ta cochonnerie de planète ? Et vous comptez rester longtemps ? Le martien pencha la tête de côté. Tu as la tête dure, Toto. Je suis pas le bureau des renseignements. Mes faits et gestes ne te concernent pas. Ce que je peux te dire, c'est que je suis pas venu ici pour enseigner à l'école maternelle. Luc fixa le martien. Le type lui cherchait querelle ? Bon, il trouvera à qui parler. Espèce de sale petit avorton verdâtre, je devrais... De quoi ? Tu voudrais ma photo, peut-être ? Tiens. Mais comment donc ? Fit Luc, surpris de n'y avoir pas songé plus tôt. Et je verrai bien quand j'aurai développé. Il se rua dans la chambre à coucher. Son appareil était tout prêt, flash monté, dans l'espoir de saisir sur le vif quelques coyotes, car il s'en approchait de la cabane la nuit. Il revint se planter devant le martien. « Tu veux que je prenne la pause ?» demanda celui-ci. Il mit ses pouces dans ses oreilles, agita ses 10 autres doigts, loucha et tira une immense langue vert chou. Luc prit la photo. Il rechargea l'appareil et l'éleva de nouveau, mais le martien, cette fois, avait disparu. Sa voix résonna dans son dos. « Ça suffit d'une, Toto. Ne me porte pas trop sur le système !» Luc se retourna d'un bond et se remit en position. Derrière lui, la voix déclara qu'il s'était suffisamment couvert de ridicule comme cela. Luc abandonna. Voilà, c'était donc Martien Go Home de Frederick Brown, dans lequel les extraterrestres sont juste des êtres extrêmement agaçants que vous avez envie de frapper. Je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous le 15 février pour le relevé de compteur et le 1er mars pour un nouveau numéro de Science et Fiction. Au revoir et bonne journée.